d'être venu à cette conférence débat organisée par l'association Agir avec Juif. On travaille sur les risques technologiques dans notre ville et on s'est fixé comme objectif la réduction, voire la disparition de ces risques, ainsi que l'information des populations. Notre travail d'information de la population se fait essentiellement à travers nos conférences débats, dont la liste, le texte des conférences et les comptes rendus des débats se trouvent sur notre site web. Ce soir, c'est notre 12e conférence débat. Nous avons choisi, vous le savez, de traiter le thème des plastiques. C'est un thème qui est de plus en plus médiatisé parce qu'il est de plus en plus préoccupant. Pour nous donner les éléments de la réflexion, du débat et de l'action associative, nous avons fait appel à Jean-Baptiste Fini. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste des perturbateurs endocriniens, ce qui l'a amené à travailler sur les plastiques. Il nous expliquera quel est le rapport entre les deux. Donc, bonsoir à tous. Je suis ravi de pouvoir être parmi vous en chair et en os. Ça fait plaisir de pouvoir recommencer à faire ce genre d'intervention auprès du public. Donc, comme l'a dit Hervé, moi je travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Notre cheval de bataille, c'est un peu l'impact sur l'environnement des produits chimiques et de regarder l'impact sur la santé aussi. On a été amené à travailler avec les composés plastiques, donc je vais vous donner quelques éléments justement sur ces plastiques et comment on les retrouve. Alors, je ne vais pas vous asséner avec un plan, il est un peu exhaustif, mais on ira très vite sur certaines parties, mais c'est juste aussi pour vous donner peut-être des idées, des choses que vous voudrez que je détaille un petit peu plus lors du débat. Donc les plastiques, donc les quantités, en fait, micro-nanoplastiques, j'en parlerai pas trop, mais je peux quand même vous en parler si jamais vous en voulez. C'est surtout les additifs qui sont ajoutés à ces plastiques. Quels sont les types de plastiques? Est-ce qu'on sait les reconnaître? Est-ce qu'on peut recycler ou pas ces plastiques? Et ensuite, les impacts que ces plastiques peuvent avoir sur la santé, l'environnement, et puis je ferai un tout petit point sur la réglementation pour vous montrer qu'on est un petit peu dans tout qui se met en place en même temps. Au niveau du nombre de produits chimiques, donc là, pas que les produits plastiques, on a une augmentation qui a été assez faramineuse depuis les années 50, donc là c'est juste depuis les années 70, vous voyez qu'on a 300 fois plus de produits chimiques qui sont produits annuellement, et ce, quel que soit l'endroit de la planète. Donc là vous avez différents types, vous voyez la Chine c'est en bleu foncé, mais l'ensemble des produits a augmenté. Parmi ces produits, on a les composés plastiques. Les composés plastiques qui viennent d'une polymérisation d'un monomère. Donc, vous imaginez que c'est une chaîne de vélo avec des maillons. Et chaque maillon représente ce qu'on appelle le monomère. La chaîne représente le polymère. Et le polymère, c'est le plastique. Chaque polymère a des capacités, des couleurs, des résistances différentes. Et le problème, en fait, c'est qu'on a un tiers des déchets plastiques en fait, qui entrent dans la nature et polluent chaque année. Donc on produit chaque année 100 millions de tonnes de plastique. Depuis les années 50, on a 75% du plastique qui est à l'état de déchet sur la planète. On a très peu en fait, qui finalement va être recyclé. On considère que c'est 5% qui va être correctement recyclé, c'est-à-dire pas utilisé pour autre chose que de faire du plastique. Quand on parle de recyclage, donc ça c'est peut-être dans le livre de Nathalie Gontard que vous avez derrière, vous pourrez peut-être voir la différence entre recyclage et décyclage. Le décyclage, c'est l'utilisation en fait, d'un produit pour une utilisation autre que celui initial, tandis que le recyclage, c'est vraiment un recyclage comme on peut l'entendre avec le métal ou le verre, c'est-à-dire un recyclage en infini avec une utilisation qui est celle pour laquelle il avait été recyclé à la base. Du verre redonne du verre, du métal redonne du métal. Et donc parmi, en fait, on a 5% à peu près qui va être recyclé seulement. Donc vous comprenez qu'on a
75% de ce qui a été produit depuis le début des années 50, et on estime à 9 milliards de tonnes l'ensemble de ce qui a été produit depuis les années 50. Donc on a, par exemple, pour la seule année de 2016, 396 millions de tonnes qui avaient été produits au niveau annuel sur la planète. Et des estimations disent qu'on a déjà doublé depuis les années 50. Donc l'an 2000, par exemple, c'est assez flagrant, c'est que la production de l'an 2000, elle est égale à tout ce qui avait été produit en cumulé depuis les années 50. Donc on a une augmentation constante en fait de cette production de plastique. Et je pense qu'avec ce qu'on porte sur le nez, ça ne va pas baisser, puisque vous savez peut-être, mais tous ces masques en polypropylène, là, c'est du plastique. Donc on est tous exposés à des substances plastiques. Donc là, par exemple, on a ces fibres qui sont proches de notre nez, mais on a aussi tout ce qui est vêtements synthétiques. Il faut voir que aussi, là, on a des fibres plastiques. Tout ça va se retrouver dans l'eau, dans les produits de la mer, dans le sel, dans la bière, en fait, dans le sel, dans tout ce qui va être sucre aussi, tout ce qui va être déshydraté. On peut retrouver des fibres de plastique. Et donc on a la WWF qui avait dit en 2019 qu'on ingérait 5 grammes de plastique par semaine. Donc ça, c'était une étude d'une équipe australienne. Et ces 5 grammes par semaine, ça correspond à une carte bancaire. Donc on attendait quand même d'avoir la publication scientifique, donc reviewée par des pairs, par d'autres scientifiques, pour voir si ces résultats étaient véritables ou pas. Et la publication est sortie cette année. Donc en effet, en analysant toutes les données de plusieurs études, ils sont venus à la conclusion qu'on ingérait 50 000 particules par semaine, et que ces 50 000 particules, en fonction des tailles, correspondaient entre 0,1 g, donc 100 mg, et 5 grammes, donc 5000 mg. À comparaison, en fait, on a d'autres études qui avaient estimé notre consommation à 22 à 37 mg par an, voire à 0,2 mg par an. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres d'idées, mais par contre, tous sont d'accord pour dire qu'on ingère quand même des particules plastiques, physiquement des particules plastiques. Et en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de janvier, on avait même entendu les bébés cyborgs, est-ce qu'on va avoir... on avait retrouvé en fait des particules de plastique dans le placenta de plusieurs femmes enceintes, et on se posait la question de savoir si finalement le plastique pouvait prendre la place de certaines cellules chez le fœtus, etc. On n'y est pas encore, mais tout ça pour vous dire que cette imprégnation est telle que on a même des tissus qui se forment autour de ces plastiques. Alors, le plastique fait partie d'un ensemble de produits auxquels nous sommes exposés. On appelle ça l'exposome. L'exposome, c'est l'ensemble des éléments chimiques ou naturels qui vont nous arriver au cours de notre vie et qui peuvent modifier notre état de santé. Donc là, par exemple, si vous voyez la vie de la grossesse, la petite enfance, la puberté, l'âge où on se reproduit, donc ensuite la quarantaine, on va dire, middle life, et ensuite les seniors, comme on appelle maintenant, donc en fait la vie à la retraite, on peut avoir des maladies associées à chaque moment de notre vie. On sait que il y a un concept qui s'appelle le DOAD, ça s'appelle l'origine développementale de la santé et des maladies. Il existe dans notre développement des moments de susceptibilité pendant lesquels on va être plus sensible justement à certaines interactions avec des produits chimiques. La petite enfance et justement la période des 1000 jours, on l'entend souvent, est une période cruciale en fait pour le développement de l'enfant, et tout se met en place. On a notre système endocrinien, donc le système hormonal qui va se mettre en place, et ce qui va contrôler aussi les hormones. Les hormones, faut vous imaginer que ce sont comme des messages qui sont envoyés d'un organe à l'autre. Donc, on a maintenant les SMS qui sont par les ondes,
Eh bien, les hormones, c'est pareil, mais via le sang. Donc, le cerveau va dialoguer avec le cœur, va dialoguer avec la thyroïde, va dialoguer avec le foie, et même les organes entre eux peuvent dialoguer via justement ces hormones. Quand on a des molécules qui peuvent être accrochées au plastique, ou même les molécules plastiques elles-mêmes, peuvent brouiller l'information, empêcher l'information d'arriver correctement, ou alors, ça c'est encore un autre problème, mimer, donc donner une mauvaise information à un mauvais moment. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Pour vous montrer un peu l'étendue de ce que ça peut représenter, ça c'est l'ensemble des hormones qu'on produit dans notre corps. On estime à une petite cinquantaine le nombre d'hormones qui sont produites, mais on est loin de ce qu'on peut juste imaginer quand on parle d'hormones à quelqu'un, c'est-à-dire la testostérone et les œstrogènes ou la progestérone, c'est-à-dire les hormones sexuelles. On a en tête, pendant la puberté, justement ces hormones-là, mais il y en a plein d'autres. Donc par exemple, au niveau de la glande thyroïde, on a bien la thyroxine. J'imagine qu'ici, il y a des gens qui prennent du lévothyrox. C'est l'hormone thyroïdienne de remplacement quand nous n'avons plus de thyroïde. C'est une maladie qui touche particulièrement les femmes, mais on est sur 3 millions de cas en France, c'est pas du tout anodin. On a beaucoup de remplacements justement, mais aussi parce qu'on a une hormone synthétique qui est très bonne. On a donc les surrénales, c'est les hormones du stress. On a l'insuline, qu'on connaît bien puisque c'est ce qui nous permet de réguler nos taux de sucre dans le sang. Et il y en a d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, mais ce qui est important, c'est de voir que tout est intégré au niveau du cerveau. Le cerveau, on a 2 glandes importantes qui sont l'hypothalamus et l'hypophyse, et qui vont dialoguer justement et donner les informations à la glande pour en produire plus ou en produire moins. Donc si ça c'est mal réglé dès le début, donc si pendant la petite enfance ça a été perturbé, en fait c'est pendant toute la vie qu'on va avoir des mauvaises informations qui vont transiter du cerveau vers la périphérie. Ce qu'on appelle la périphérie, c'est les organes. Ce qui peut expliquer aussi pourquoi certaines personnes ont des métabolismes complètement différents des autres, et qu'une personne va manger une pomme et prendre 3 kilos, tandis qu'une autre pourra manger n'importe quoi, et restera toujours fine. Donc voilà, ça fait partie en fait de ces régulations. Alors d'où ça vient ces perturbateurs endocriniens? C'est Theodora Colborn dans les années 90 qui avait vu que beaucoup d'animaux avaient des problèmes de reproduction dans la nature. Donc elle travaillait à la WWF, c'est une zoologiste, et elle a écrit ce livre en 1995. En 1991, elle a convié une vingtaine de médecins, toxicologues, chercheurs dans les labos, pour discuter d'un thème qui était celui de la perturbation hormonale. Parmi les personnes qui étaient invitées, il y avait Anna Soto, qui travaille toujours à Boston, qui est souvent en France et qui habite à Paris à peu près 6 mois de l'année. Donc vous pouvez la croiser aussi. Et elle avait montré fortuitement qu'un produit du plastique pouvait mimer les hormones humaines et faire proliférer des cellules cancéreuses. Je vous explique comment. Elle avait mis au point un test qui est de prendre des cellules de cancer du sein, et elle avait remarqué que quand on mettait de l'hormone féminine, donc de l'œstradiol, sur ces cellules, elles proliféraient. C'est ce que vous voyez ici. Là, il y a 2 cellules. Et au bout de 48 heures, dans un puits où elle a mis l'hormone, donc là c'est E2, c'est l'œstradiol, il y a beaucoup plus de cellules. C'est normal, c'est ce qui lui permettait d'avoir 2 conditions. Le principe de son test, c'était de pouvoir ensuite de mettre un médicament et de voir si le médicament empêchait la prolifération des cellules cancéreuses pour pouvoir peut-être guérir le cancer à terme. Du jour au lendemain, dans ses mains, les puits où elle n'avait pas mis d'hormones, il y avait autant de cellules que dans les puits où elle avait mis d'hormones. Donc elle a cherché à savoir pourquoi, et elle s'est rendue compte que c'était les tubes qu'elle utilisait. Donc je vous dis ça a mis du temps, ça a mis presque 1 année avant qu'elle comprenne que ça venait du tube, et après elle a eu presque 6 mois pour essayer de comprendre quel produit avait été rajouté, parce que la marque Corning qui fabriquait ces tubes a bien confirmé qu'il y avait eu un changement de formule dans le tube, mais n'a pas voulu donner la chose qui avait été ajoutée. Et donc cette chose, c'est du nonylphénol.
c'est un surfactant, donc c'est quelque chose qui a été mis, mais qui n'est pas lié de façon covalente, donc de façon fixe au plastique, mais qui était là pour empêcher, vous savez, des fois on a des plastiques qui vont être plus ou moins adsorbants, c'est-à-dire ils vont garder une couleur, ou ils vont garder le liquide, alors que d'autres sont complètement, on a l'impression qu'il y a de l'huile partout, parce que tout tombe en fait, il n'y a pas une goutte qui reste accrochée aux parois. Ben, c'est exactement ça, le surfactant est fait pour ça, ils avaient rajouté ce surfactant. Sauf que ce surfactant, il allait dans le milieu dans lequel les cellules prolifèrent, et ça faisait multiplier les cellules. Donc là, c'est bien illustré ici. A, c'est la condition où elle n'avait pas d'hormones. Et donc ensuite, elle a vérifié avec un ancien tube qu'elle avait toujours, donc le tube non modifié et le tube modifié par la marque. Et donc vous voyez qu'elle n'avait pas de prolifération des cellules cancéreuses, tandis qu'avec le tube modifié, sans rajouter d'hormones, elle avait autant de prolifération. Donc là, vous avez 10 000 cellules par puits, 100 000 cellules par puits. Donc tout ça pour montrer qu'on avait un produit qui est issu du plastique et qui peut faire proliférer des cellules cancéreuses humaines. Donc tous les plastiques ne sont pas inertes. Une autre chose aussi pour que vous compreniez que c'est une phase critique de développement, c'est Frédéric Wamsal qui était aussi invité à cette conférence et qui lui avait montré que, en fait, les souris, donc là il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien, c'est juste de regarder des petites souris mâles et des petites souris femelles qui sont dans les cornes utérines pendant le développement. Et il avait identifié pendant la grossesse, enfin pendant la gestation pour les souris, des petites souris femelles qui étaient entourées de 0 mâles, donc de 2 sœurs. Celle-ci, elle était identifiée 1M parce qu'elle est entourée d'un mâle et d'une femelle. Et celle-ci était entourée de 2 mâles, donc il l'avait identifié 2M. Et bien, juste le fait d'avoir des toutes petites différences d'œstradiol, donc d'hormones féminines, ou de testostérone, donc les hormones masculines, qui transitaient entre les sacs comme ça, le fait d'avoir été entouré par 2 femelles ou 2 mâles changeait le comportement de la souris. Alors, il n'y avait pas de pathologie, il n'y avait pas de maladie associée, mais juste pour dire que ça pouvait modifier. Par exemple, les souris qui étaient entourées de 2 femelles, donc de 2 sœurs, avaient une puberté avancée. Les souris qui avaient été entourées de 2 mâles étaient plutôt agressives. Et donc là, juste pour vous montrer aussi qu'on a des impacts sur le comportement avec des doses tout à fait très faibles, puisqu'on est, vous imaginez, une goutte dans une piscine olympique, c'est à peu près ce que représentent les parties par trillion ou 35 parties par trillion ou une partie par milliard, ça correspond à peu près à ça. Et donc ils sont venus à une définition qui a été adoptée en 2002 par l'OMS et en 2016 par la Commission européenne, qui est un perturbateur endocrinien, qui est une substance exogène ou un mélange de substances, qui va altérer les fonctions du système endocrinien et causer un effet, alors on dit effet néfaste, effet délétère, en tout cas un effet qui va entraîner plutôt une maladie sur lui ou sa descendance. Et donc comme je vous disais, ça brouille les communications. Donc on ne peut pas identifier facilement les perturbateurs endocriniens, mais vous en avez parmi les plastiques, vous en avez parmi les métaux lourds, vous en avez parmi les hormones de synthèse, là vous en avez beaucoup, vous en avez parmi les phytohormones, donc les hormones du naturel, on va dire. Bien sûr que vous avez, si vous mangez que des produits à base de soja, il y a beaucoup de phytoestrogènes et vous risquez d'avoir des effets secondaires comme si vous preniez une pilule contraceptive, c'est exactement la même chose. Vous en avez aussi parmi les pesticides ou parmi les cosmétiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas vraiment utiliser ce qu'on connaît avec l'ensemble des produits chimiques pour cette catégorie des perturbateurs endocriniens, parce qu'en effet, ils peuvent agir à faible dose, parce que les hormones agissent à faible dose, et c'est pas parce qu'on n'a pas d'effet à forte dose qu'on peut prédire un effet, une absence d'effet à faible dose. Et c'est là la complexité, et c'est pour ça qu'on n'a toujours pas une législation pour ces produits-là, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire avec des produits qui n'ont pas forcément ce qu'on appelle une dose monotone, donc quelque chose où plus on en rajoute et plus on a un effet. On peut très bien avoir des effets toxiques à forte dose, mais des effets biologiques, des effets
sur le comportement, des modifications fines de notre physiologie à faible dose. Et ça, on ne sait pas le prédire. Pas encore. Mais on y travaille. Alors, je vais vous donner quand même un exemple qui a illustré un peu ce travail sur les plastiques. Le bisphénol A, vous en avez tous entendu parler. C'est un monomère, donc ce fameux maillon de la chaîne, qui va fabriquer un polymère qui est le polycarbonate, qui est absolument formidable, puisque ce polycarbonate, il est résistant, il est transparent, il est non coupant. Donc il avait un peu toutes les propriétés rêvées pour un plastique. Il a été utilisé pour les bouteilles, pour les biberons, pour l'ensemble, pour même faire le liner, donc la petite couche pour isoler la boîte en métal, la boîte de conserve de l'aliment. Ça a été utilisé pour faire des transferts sur les t-shirts, pour remplacer l'alliage mercure qu'on appelle des plombages dans les dents. On utilise du bisphénol A, enfin un alliage en tout cas avec du bisphénol A. Enfin, voilà, donc tout ça, ça a été utilisé à partir des années 70 parce qu'on s'est dit que c'était génial. Ce qu'on a oublié, c'est que ce produit-là avait été découvert dans les années 1930 pour ses propriétés œstrogéniques. C'est-à-dire qu'un monsieur cherchait des compléments œstrogéniques pour les femmes ménopausées. Il avait trouvé les bisphénols, l'ensemble des bisphénols d'ailleurs. Et il avait vu que c'était pas terrible, ça marchait mais c'était pas terrible. Ça avait des propriétés œstrogéniques et il avait trouvé le Distilben, donc un produit qui a ensuite été donné aux femmes enceintes dans les années 70 pour éviter pour éviter les fausses couches, mais qui ne marchait absolument pas contre les fausses couches, mais par contre qui a donné des cancers aux enfants. Donc ce produit a ensuite été interdit, mais il était beaucoup plus actif. Et donc en septembre 2011 en France, donc c'est en novembre 2010 que ça a commencé, aux États-Unis, en Californie et aussi au Canada, on a interdit le bisphénol A pour l'utilisation dans les biberons. En France, on a interdit aussi, à partir de 2010, l'utilisation dans les biberons. En 2011, il y a l'ANSES, donc l'agence qui est l'Agence nationale de sécurité alimentaire et pour l'environnement, qui a regroupé deux entités précédentes, qui a dit que les effets faible dose pouvaient être considérés et a commencé à dire qu'il y avait des effets pour le bisphénol A. En novembre 2012, un vote a été fait au niveau du Sénat en France pour voter l'interdiction du bisphénol A dans des contenants alimentaires à compter de janvier 2015. Chose qui a été faite. Et la Commission européenne a ensuite, donc en Europe c'est toujours utilisé, vous pouvez toujours trouver du bisphénol A dans des conserves qui viennent ailleurs que dans France, mais en France on a normalement des boîtes de conserve sans bisphénol A à l'intérieur, vous avez des canettes de soda sans bisphénol A à l'intérieur, vous avez des biberons donc sans, plus de tétine, plus de vinyle, tout ça. Le seul truc qui reste, c'est alors j'ai mis un vinyle, mais c'est pas forcément un très bon exemple, puisque c'est pas le bon plastique. Mais c'était pour montrer qu'en fait, si vous avez des choses de seconde main, des choses qui ne sont plus forcément produites, mais que vous pouvez récupérer sur les brocantes ou les marchés secondaires de seconde main. Vous pouvez aussi avoir des produits qui étaient interdits, mais finalement on retrouve ce produit-là. Par exemple, si vous achetez un biberon sur une brocante, faites attention que ça ne soit pas en plastique bien transparent. À la limite, il vaut mieux quand même utiliser un plastique neuf. Alors le problème de cette interdiction, elle a montré qu'on pouvait prendre des décisions, ça c'est très bien. On a été appelé un peu pionnier en Europe, mais par contre la substitution a été faite un peu hâtivement, pour pas dire autre chose, et on a substitué, on a demandé aux industriels français de remplacer le bisphénol A avec d'autres choses. Donc les choses qu'ils avaient sous la main, c'était bisphénol S ou bisphénol F. Tout en ne sachant pas vraiment si ça avait les mêmes effets ou si c'était plus toxique ou moins toxique. En fait, on a commencé un peu à jouer aux apprentis sorciers parce qu'il fallait retirer ce produit du marché. On se rend compte maintenant
quelques années plus tard, donc que c'est à peu près la même chose, que le bisphénol A, c'est comme le bisphénol S, c'est comme le bisphénol F, et donc finalement, on a eu ce qu'on appelle une substitution regrettable, puisqu'on a utilisé un produit qui n'est pas beaucoup mieux pour remplacer, et pourtant ça a amené beaucoup de travail de la part de beaucoup d'institutions. Ça a même causé des problèmes parce que les industriels français pouvaient exporter, enfin, ils considéraient qu'il était injuste pour eux d'arrêter toute leur production en bisphénol A si c'était pour de l'export en Europe ou c'était toujours autorisé. Et ils ont eu raison, et on leur a donné raison à la fin après un procès. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de le produire en France pour l'exporter, comme les autres ont le droit de le produire à l'étranger sans l'importer. C'est tout un bazar. Tout ça pour vous dire que, voilà, avant de substituer, peut-être des fois aussi voir un peu les conséquences et surtout essayer de voir comment on peut tester les produits de substitution. Donc c'est ce que je vois là. En Europe, on a quand même pardon. Vous avez en 2017 le bisphénol A qui avait été reconnu comme perturbateur endocrinien. Donc l'ECA, qui est l'agence européenne de médicaments, des produits chimiques, avait jugé le substance comme very high concern, donc très très préoccupante, et avec des probables effets au niveau endocrinien, donc au niveau hormonal. Et donc c'est d'avoir tort que d'avoir raison trop tôt. C'est Marguerite Yourcenar qui disait ça, mais je trouve que ça s'adapte plutôt bien avec le bisphénol A. Et donc, vous voyez que 2019, une étude montre la persistance de l'organisme du bisphénol S, donc le substitut. Donc ça c'était 2019, mais si on regarde, on avait en 2015, 16 janvier, 15 jours après l'interdiction, certains substituts du bisphénol A tout aussi nombreux. Donc déjà à l'époque, on avait quand même quelques informations sur le fait que les substitutions n'étaient pas forcément géniales. Donc, les plastiques dans l'environnement, on en a beaucoup. Donc, on a ce bisphénol A qui a été produit à une énorme quantité, puisque c'est plusieurs milliards de tonnes par an. Et on a les produits, vous avez entendu aussi, on interdit maintenant les plastiques à usage unique. Vous avez vu que depuis quelques années, chaque année, on est avec notre lot de choses qu'on arrête de produire. On a retiré les pailles, on a retiré les fourchettes à steak. Normalement, cette année, c'était les boîtes en polystyrène expansées, les boîtes que vous pouviez retrouver chez les marchands de sandwich grecs, par exemple. Ce genre de choses-là, normalement, c'est interdit cette année. Donc tout ça vise à ne plus utiliser des produits plastiques pour des usages dans lesquels on sait que sa durée de vie va être moins d'une journée. Vous allez l'utiliser une fois, il va être à la poubelle. Vous avez, donc ça c'est un des objectifs de la loi Egalim. Et puis dans cette loi, vous avez aussi la non-utilisation des barquettes en plastique dans les cantines. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille aussi dans mon laboratoire. Nous avons un projet qui s'appelle Polysafe, dans lequel on voudrait éviter les problèmes qui se sont posés avec le bisphénol A, c'est-à-dire substituer les barquettes en plastique par quelque chose dont on ne connaît pas vraiment les effets sanitaires. Donc parce que là, ce qui est proposé, c'est d'utiliser des barquettes en cellulose ou en bioplastique. Mais les bioplastiques, en fait, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que bioplastique, ça veut à la fois dire du plastique créé à partir de ressources biologiques, donc type amidon de maïs, comme donc quelque chose qui vient de la nature pour faire du plastique, mais à la fin, on a un plastique qui a les mêmes propriétés que celui d'avant, mais il n'est pas plus dégradable que l'autre. Et un bioplastique, ça veut aussi dire un plastique qui là peut avoir une origine pétrochimique ou naturelle, mais qui va être biodégradé. La biodégradabilité étant aussi quelque chose à regarder, parce que vous avez deux types de biodégradabilité. Vous avez le biodégradable qui va pouvoir se dégrader dans votre compost chez vous à température normale avec des conditions atmosphériques normales, et puis vous avez
le compostable, mais en conditions industrielles, 70 degrés, haute pression, etc. Donc ça c'est pareil, il faut faire attention, parce qu'on a l'impression finalement qu'on a beaucoup amélioré nos façons d'utiliser, de recycler, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en effet, on a commencé à avoir de plus en plus de bioplastique dans nos vies, mais finalement, la production de plastique de vierge, donc de matières premières, elle a augmenté de 20% dans les 2 dernières années. Donc, ça veut dire qu'on arrive à recycler ou à décycler, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une partie du plastique, mais on en produit toujours autant. Donc il y a un moment, comme je vous expliquais, que le recyclage, c'est pas forcément idéal et on n'arrive pas forcément à tout recycler, ça se retrouve bien quelque part. Donc si c'est pas incinéré, parce que c'est très peu incinéré, ça se retrouve dans les décharges. Et les décharges, souvent, on essaye de les exporter dans des pays qui sont moins regardants que la France. Donc c'est pour ça que vous avez soit en Malaisie, soit la Chine, mais la Chine ne veut plus. Donc on exporte, en tout cas, nous, les déchets plastiques. C'est pas l'idéal non plus, quoi. Donc c'est pour ça que vous avez 87% qui est devenu en pôle. Et donc, vous avez que 1% qui est visible, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est ce que Nathalie Gontard, on a écrit un article dans Pour la Science au mois de juin. Donc elle avait écrit sur le recyclage et moi sur justement cette pollution invisible. Et j'aime bien son schéma parce qu'il montre vraiment cette difficulté de comprendre le plastique. Donc le plastique, il peut venir à 94% de pétrochimique. Donc on fait à partir de pétrole quelque chose qui va donner un polymère plastique. Donc voilà, du plastique vierge qui va vous donner des polymères plastiques, donc des contenants alimentaires ou autre chose. Et ensuite, ça va faire un déchet plastique. On a depuis peu ces plastiques issus de ressources biologiques. Je ne peux pas les appeler bioplastiques exprès parce que, comme je vous l'ai expliqué, un bioplastique peut très bien être quelque chose qui vient de la pétrochimie, mais qui va être biodégradable. Donc, je préfère que vous compreniez qu'il y a une partie, donc les 6% restants, des plastiques qui sont créés à partir de l'agriculture. Ça ne veut pas dire que ce plastique-là est meilleur pour la planète, puisqu'il n'est pas forcément biodégradable. Il faut ensuite, une fois qu'il y a un déchet, vous avez seulement 1 million de tonnes, donc 5% de ce qui est produit, qui va être recyclé, c'est-à-dire refaire une bouteille plastique avec une bouteille plastique. Vous avez ensuite 32% qui vont être du décyclage, donc ce que je vous disais, une utilisation, un one-shot. Si vous prenez des bouteilles plastiques et que vous faites un pull polaire, que vous faites un banc public, que vous faites, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais une table, voilà, ce genre de choses. En fait, ça va vous faire une utilisation du plastique, donc c'est déjà bien, ça empêche que ça tombe dans la nature, mais une fois que cette utilisation a terminé, qu'est-ce qu'on en fait? Ça se retrouve dans la décharge de la même façon. Donc c'est ce qu'on appelle le décyclage. Ça représente 32% quand même. Et ensuite, vous avez donc une biodégradabilité qui peut être faite, mais c'est que 2%. Et ensuite, vous avez 34% qui vont être incinérés, donc 7 millions de tonnes, enfouis 16%, et on a 10% qui disparaissent. C'est pas où là où ils sont. Sachant que vous avez une accumulation dans les sols ou ailleurs. Et donc tout ça sont des réservoirs de micro et nanoparticules, et ce, quelle que soit l'origine. Si vous avez un plastique issu de l'agriculture naturelle ou de la pétrochimie, dans les deux cas, vous pouvez avoir un plastique fragmenté qui va donner des microplastiques ou des nanoplastiques. Ça peut être des filets de pêche, ça peut être, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être quelque chose qui ne se dégrade pas correctement. Heureusement, on a quand même quelques produits qui sont biodégradables et qui sont issus de ressources biologiques. Donc ça existe, il y en a de plus en plus. Ça ne résout pas forcément le problème des additifs que je vais vous exposer après, mais ça résout le problème initial du 7e continent plastique qu'on a dans les océans ou des particules plastiques qui sont plus grosses que plusieurs centimètres. C'est déjà ça. Ça, je passe, c'est la même chose. Donc, les additifs, vous en avez peut-être déjà entendu parler.
en plus des bisphénols qui sont les maillons de la chaîne, en fait, on a des choses qui vont nous permettre de rendre le plastique plus souple, moins coupant. Quand vous utilisez par exemple les phtalates c'est exactement ça, ce sont des plastifiants qui vont aider votre plastique à être beaucoup plus souple, moins cassant. C'est tellement souple que ça a été utilisé pendant très longtemps pour faire tout ce qui est tube. Vous savez, dans les hôpitaux, tout ce qui est tubulure, ces tubes souples, ces poches pour remplir le sang, de sang qu'on peut mettre aussi à des très faibles températures, puisqu'on est à moins 80 degrés. Et pour éviter que la poche ne craque, il faut absolument que ce plastique soit résistant. Eh bien, ces phtalates sont pas liés de façon covalente. Ça veut dire qu'ils ne sont pas liés chimiquement au plastique. Et donc, sous pression, par exemple, si vous avez un contenant alimentaire qui a des phtalates, si vous mettez du gras dedans, ou donc de l'huile, ou du lait qui est un petit peu gras, du lait entier, vous allez avoir une partie de ces phtalates qui vont se détacher du contenant, puisqu'ils vont trouver que le nouveau milieu est plus agréable. En fait, c'est une façon de parler, hein, mais bien sûr que le produit chimique ne choisit pas consciemment, mais va migrer en fait dans le contenu parce que en fait c'est un milieu qui lui convient mieux. Et donc on va se retrouver avec des produits chimiques qui ne sont pas forcément utiles pour le plastique et qui vont se retrouver dans notre eau, dans le contenant, dans ce qu'on est en train de manger. Ça va se retrouver aussi dans la nature quand vous jetez le plastique dans la décharge, avec le lessivage des sols, etc. Ce qui était lié l'est peut-être moins. Quand c'est fragmenté en microplastique, vous avez ces additifs qui se retrouvent dans les sols, dans les eaux de rivière, et après ça se retrouve dans votre eau de boisson. Donc il y a un cercle comme ça où en fait on a plusieurs fois les additifs de ces plastiques qui vont se retrouver soit dans notre eau, soit dans notre air, soit dans notre nourriture. Et donc vous avez aussi les alkylphénols, le nonylphénol dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui avait été rajouté dans le tube, c'est exactement ça. Alors, j'arrête de vous montrer avant, de toute façon c'est pas très visible, mais tout ça pour vous montrer les polymères biodégradables. Vous avez à la fois des ressources fossiles, donc des choses qui sont plutôt issues de pétrole, et des ressources renouvelables. Et donc dedans vous avez les bioplastiques, avec les nouveaux plastiques, par exemple l'acide polylactique, le PLA. Vous en avez peut-être entendu parler parce que ce PLA, c'est ce qui est utilisé dans les imprimantes 3D. Bien ça, pour l'instant, c'est pas recyclé. Donc c'est quelque chose qui est issu de sources biologiques, mais on ne sait pas le recycler. Ou on n'a pas assez de moyens pour développer le recyclage sur ces plastiques-là. Donc c'est un problème, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est quelque chose qui vient d'amidon de maïs qu'on sait le recycler ou on sait le composter. J'ai mis les différents types d'additifs que vous pouvez retrouver. Donc vous avez les plastifiants, je vous en ai parlé, c'est ce qui rend le plastique souple, vous avez compris. Il y en avait beaucoup dans les jouets dans les années 80. C'était la couche grasse qu'il y avait sur les jouets qu'on pouvait retrouver. En fait, ça évitait que ça casse quand on cassait le jouet qui coupe. Bon, ça a été interdit depuis les années 2000, mais voilà, on avait beaucoup de phtalates. Et donc maintenant, c'est 80% sont utilisés dans les PVC. Donc les PVC, vous les avez à l'emploi, polyvinyl, vous les avez soit dans les linos comme ça, là, par terre, vous les avez dans les tubes qu'on utilise pour l'évacuation d'eau de nos maisons. Tout ça, c'est les tubes en PVC. Vous avez des phtalates en fait qui permettent d'éviter d'avoir des choses qui s'accrochent. Alors entre les phtalates et puis le plomb, pour l'instant, il n'y a absolument pas de raison de revenir au plomb. On est d'accord. Mais ce n'est pas la seule source de phtalates, on en a d'autres. C'est ça qui peut poser problème. Et on a aussi 20% de plastifiants dans les contenants en cellulose. Ça peut aussi poser problème. Retardateur de flamme ou retardant de flamme, que vous pouvez retrouver aussi dans ces plastiques pour éviter que le plastique fonde, prenne feu, etc. Souvent, ça, vous en avez dans les tables de jardin, dans les plastiques un peu plus en haute densité. Et puis, donc, vous avez certains produits. Vous avez des antioxydants, des stabilisants UV, pareil.
table de jardin, vous voulez pas que la table est jaunisse, on met des antioxydants, on empêche que les UV la fassent passer au jaune. Donc là, vous avez bisphénol A, vous avez des composés avec cadmium, plomb, donc certains métaux lourds qui vont se retrouver dans le plastique. Ce qui fait que quand ce plastique se dégrade, vous avez des métaux lourds qui se retrouvent dans la nature. Des stabilisants thermiques, des biocides, donc, comme par exemple l'arsenic, ou les pigments, encore une fois, des métaux lourds, ou des solvants qui sont utilisés par exemple dans les bouteilles en plastique d'eau qu'on a tous les jours, le PET, puisqu'on peut avoir de l'antimoine. Alors, les différents types de plastique, vous les avez avec un petit signe comme ça. Vous verrez, sur chaque plastique, normalement, vous devez avoir ça. C'est un petit triangle qui montre que c'est recyclable. Et le petit numéro, il vous dit quel type de plastique c'est. Donc par exemple, le polytéréphtalate d'éthylène, donc le PET, ce sont toutes les eaux embouteillées. C'est ce qui est le mieux recyclé à l'heure actuelle. Donc quand on entend des hommes politiques qui disent que ça serait bien de revenir avec une consigne en verre pour éviter justement cette pollution plastique, les gens qui travaillent et qui ont développé des usines de retraitement des déchets plastiques voient là la seule chose qui est vraiment recyclable s'évaporer. Donc ils sont pas contents. Et donc il y a une sorte de bras de fer qui se dit mais vous nous avez fait investir dans quelque chose pour recycler. Finalement, on ne peut pas recycler autre chose que le PET, et là vous êtes en train de nous dire la première chose qu'on va retirer, c'est les bouteilles. Donc pour l'instant, on est un peu au statu quo, on ne peut pas revenir avec ce système circulaire. Enfin, ou alors à une petite échelle. Vous avez tout ce qui est flacon récipient en polyéthylène haute densité. Vous avez tout ce qui est polychlorure de vinyle, donc ça je vous le disais, les tubes de chez vous, mais aussi vous pouvez en avoir un petit peu dans tout ce qui est les produits médicaux ou du film éthérable. Les polyéthylènes basse densité, donc ça c'est le numéro 4 dans les films et les sacs plastiques légers. Vous avez le polypropylène numéro 5, donc tout ce qui est bouchon ou les nouveaux biberons qui sont ni en bisphénol S ni en bisphénol F, vous en trouvez aussi en polypropylène. Vous avez les boîtes en polystyrène ou les gobelets qui sont normalement interdits maintenant. Et puis vous avez la catégorie 7 où vous retrouvez polycarbonate, donc l'ancien bisphénol A, le PLA, donc ce qui est considéré donc, pour les imprimantes 3D. Ce dont il faut se méfier, donc là c'est une autre façon de le représenter, mais c'est la même chose, ça vient de l'ASEF, donc une association qui s'occupe justement de regarder un peu tout ce qui peut être problématique pour la santé. Donc ceux qui posent vraiment problème sont le PVC, le polystyrène et le autre, parce que le polycarbonate, on sait qu'il y a dedans des produits type bisphénol. Là je vous ai juste montré, donc c'est un peu petit, donc je vais juste vous montrer vite fait, je vous avais parlé du polymère et des monomères. C'est une étude où ils ont regardé pour les différents polymères si le monomère avait un impact sur les hormones féminines. Polycarbonate, bisphénol A, ils ont regardé est-ce que ça a une activité œstrogénique, donc oestrogen activity, oui. Là ils ont regardé les bouteilles d'eau en plastique, PET, ils ont regardé si le monomère du PET avait une activité œstrogénique, oui. Ils ont regardé le polystyrène numéro 6, est-ce que le styrène, donc le produit, le monomère, le maillon de la chaîne a une activité, oui. Et ils ont regardé d'autres produits où heureusement il n'y avait pas d'activité œstrogénique. Donc vous voyez, en fait, il existe aussi des preuves donc là, académiques qui montrent que certains produits des plastiques peuvent perturber les hormones. Récemment, il y a une équipe allemande qui a montré, justement, elle a regardé les différents types de plastique. Le polyéthylène terephthalate, donc celui des produits des bouteilles, le polyéthylène haute densité, tous les autres, donc polypropylène, polystyrène, le PLA, donc le polyuréthane, ça j'ai oublié de vous en parler, c'est vous savez ce qu'on achète pour faire de la mousse expansée quand on a des trous chez nous, ça c'est un type de plastique, mais ça a priori, j'ai envie de dire, ça ne va pas se retrouver dans la nature tout de suite, quoi. Donc il y a aussi, faut voir, est-ce que le plastique qu'on utilise, donc le mieux c'est de ne pas utiliser de plastique.
mais si le plastique qu'on utilise, il a une durée de vie qui est longue, peut-être c'est pas si mal que ça. Je ne veux pas non plus dire qu'on est complètement anti-plastique. Mais il est quand même assez effrayant de se dire qu'il y a 5300 formulations de polymères. Donc là, je vous donne des familles, mais dedans, vous avez X recettes pour fabriquer du PLA, X recettes pour fabriquer du PET. Chacun va rajouter un ingrédient, et vous avez donc 5300 recettes en tout qui existent. C'est un peu bizarre d'avoir autant de recettes, parce qu'on ne pourra jamais savoir si chaque recette est inerte. Alors, voilà, je passe vite, c'est juste pour vous expliquer un peu ce qu'ils ont fait. Donc cette équipe allemande a pris les morceaux de plastique, ils ont été... peut-être que... Attendez, je reviens. Oui, je vais vous montrer quand même ce qu'ils ont pris. Ils ont été dans une décharge et ils ont pris tous les plastiques qu'ils retrouvaient assez fréquemment. Des pots de yaourt, du gel douche, bien sûr le flacon, tout ce qui était vide. Du film alimentaire, ce qui recouvrait les fruits, les petites boîtes où il y avait de la compote dedans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Encore du shampoing. Enfin, voilà. D'autres choses comme ça. Un sac congélation. Voilà. Ils ont regardé tout ce qui avait été comme plastique. Ils ont découpé les plastiques, donc ils les ont identifiés bien sûr. Certains étaient en polystyrène, certains en polypropylène, certains en polyéthylène basse densité ou haute densité. Et ils ont regardé l'activité biologique. Est-ce que ça va être toxique pour des cellules? Donc ils ont découpé le plastique, ils ont dissous le plastique et donc récupéré tout ce qu'il y avait dedans. Et ils ont regardé ensuite l'activité biologique. Est-ce que ça a une activité sur les hormones féminines? Est-ce que ça a une activité sur les hormones masculines? Est-ce que ça a un effet toxique? Et vous pouvez voir que donc le contrôle, il n'y a rien. Rien n'est toxique quand on met de l'eau, c'est normal. Le polyéthylène haute densité, c'est les flaconnages qui ne sont pas forcément alimentaires, c'est ça qui est assez étonnant, c'est plutôt les bouteilles de lessive, les gros flacons un peu plastique dur, type les jerrycans qu'on a quand on va au camping, ben ça c'est plutôt sûr. A priori, vous voyez, ça existe déjà, et quand on regarde sur tous les produits, ça ne fait rien, ça n'est pas toxique et ça n'induit pas de perturbation hormonale. Par contre, le polystyrène, vous voyez que celui-là, le numéro 2, donc c'est au hasard, hein, quand je vous disais il y a 5300 formulations, ils en ont testé une quinzaine. Parmi les polystyrènes, vous en avez un qui pose problème. Le polyéthylène basse densité, donc les sacs plastiques, le sac congélation, là vous en avez 3 qui peuvent poser problème au niveau de la toxicité. Le PVC, ça on le savait, hein, c'est pas terrible, je vous l'avais déjà dit, mais là les 5 peuvent poser problème parce que, les 4, pardon, vous voyez que c'est en rouge. Polyuréthane, ça pose problème, mais on ne le mange pas, donc a priori. Et le PLA, le fameux plastique normalement qui est utilisé aussi pour faire les nouveaux sacs de course depuis qu'on a interdit le plastique, on utilise ça, c'est à base d'amidon de maïs, et bien ça peut aussi poser problème. Donc là encore, on a substitué avec quelque chose dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. Je vais aller vite parce que c'est une autre étude, donc ça c'était en 2019. En 2020 ou 2021, la même équipe s'est intéressée qu'aux substituts. La cellulose, le bambou, les PLA, ça on l'avait déjà vu, le bambou et le biopolyéthylène. Et vous voyez qu'en fait, en toxicité, la cellulose, c'était vraiment pas terrible. Cellulose, c'est les boîtes d'œufs, quoi. Mais avec, vous avez tous cassé un œuf dans une boîte d'œufs, c'est pas étanche. Donc quand on vous vend une plaque en bambou ou une boîte, on a l'impression que c'est du bois mais que c'est étanche, ou même des récipients, il faut vous dire que dedans il y a de la colle ou il y a un film plastique qui permet son étanchéité. Et c'est là en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on rajoute quelque chose dont on n'a pas connaissance, mais qui permet l'étanchéité, mais qui peut poser aussi problème. Donc même sur quelque chose qui nous paraît mieux que le plastique, finalement il faut faire attention des fois. Donc là je vous montre le schéma que moi j'avais réalisé pour l'article de Pour la Science, qui vous montre un peu toutes les sources d'additifs et de microplastiques qu'on peut avoir dans notre vie. Donc vous avez les aliments bruts, pardon. Voilà, décidément. Les aliments bruts, donc l'eau, l'huile, les céréales et tout ce qu'on va acheter au marché, peuvent avoir des traces de plastique et d'additifs. Pourquoi? Parce que
vous avez eu ça qui a été dans la nature, et dans la nature, vous pouvez avoir dans la rivière ou l'eau de mer des microplastiques. La contamination est quand même moins importante que quand vous prenez des aliments conditionnés qui ont à la fois cette contamination des aliments bruts, plus ce que vous avez rajouté dans le contenant alimentaire, donc dans les emballages, et les produits associés qui vont être, qui ont permis la création du plastique. Ce que j'ai oublié de vous dire, et qui est important, c'est lors de la création du plastique, donc quand on fait chauffer le polymère pour faire ensuite mouler la barquette, la découper, etc., il y a des produits qui s'appellent les NIAS, des substances non intentionnellement ajoutées, qui peuvent se retrouver dedans. Et on se dit qu'il y a à peu près 10 000 substances non identifiées. Quand on crée un plastique, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans parce qu'il y a un process qui fait de nouvelles réactions chimiques dont on n'a pas connaissance, mais qui permettent donc à ce plastique d'être là. Donc vous voyez, vous avez les microplastiques issus de textiles, donc ça c'est quand vous passez une machine avec des textiles qui sont comment ça s'appelle, polyester, etc. Vous pouvez avoir des petites fibres qui passent dans l'eau, se retrouvent dans la rivière. Ensuite, cette eau de rivière, elle permet la culture des céréales, et c'est là où vous vous retrouvez avec ça. Bon. Mais encore une fois, c'est toujours mieux d'utiliser des produits bruts, puisque cette contamination-là, elle sera moins importante que quand vous aurez des produits ultra transformés. Et puis après, vous avez les fibres synthétiques, les masques, donc ce qu'on porte sur le nez, là. Il faudra voir dans quelques années si on n'a pas tous avalé X quantité de polypropylène. Donc si c'est du polypro, c'est le numéro 5, normalement c'est plutôt sûr, mais après, en avoir mis comme ça pendant 1 an, 2 ans, quasiment tous les jours, on ne sait pas les conséquences. Vous avez les poussières de pneus, donc ça c'est plutôt problème, et les poussières intérieures, et tout ça, on l'inhale. On a des effets sur le système immunitaire endocrinien, sur peut-être le microbiote. Tout ça, en fait, on n'en sait rien. C'est juste qu'on peut se poser la question, il y a des études qui sont faites, mais on ne sait pas. Et puis aussi, vous avez les produits cosmétiques et les produits ménagers, où il y a des plastiques, il y a des phtalates, il y a même des perfluorés. Et là, c'est plutôt un contact cutané. Donc vous avez 3 routes d'exposition, l'inhalation, l'ingestion et le contact cutané. Avec des petites parties. Je ne sais pas s'il reste du temps, je vais peut-être juste finir sur la réglementation. Parce que là, je pense que je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on fait au labo, sinon on ne va pas avoir le débat. Voilà, je voulais juste vous montrer. Ça, c'est les travaux d'une collègue à moi, qui s'appelle Sakina Maoti-Kodja, qui avait montré l'impact du phtalate sur la vocalisation et l'éjaculation des petites souris mâles. Donc elle a regardé si ça avait des effets anti-hormones mâles. Et donc, vous voyez, ça c'est les vocalisations des petites souris, donc elles font des vocalisations, et quand elles ont été traitées, en tout cas on les a mis en contact avec des phtalates à des concentrations qui sont les concentrations réglementaires. Donc on n'est pas au-dessus ou en dessous, c'est les concentrations qu'on a l'autorisation de nous mettre soit dans l'alimentation, soit en tout cas qu'on a le droit d'ingérer par jour. Et bien là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins. En fait, la petite souris ne vocalise plus. Du coup, elle appelle plus vraiment la femelle. Et après, vous avez les latences. Alors ça peut. Mais vous voyez que plus on met de D2EHP, plus elle met du temps. La souris mâle met du temps à trouver sa partenaire, à faire l'intromission ou même à éjaculer. Donc voilà, ça augmente le temps, et donc c'est moins efficace en fait comme accouplement. Et après, voilà, dans la nature, ça on l'a déjà dit, hein, la pollution plastique grandissante, donc tout ce qui n'est pas dans la décharge se retrouve dehors. Si c'est dehors, ça peut poser problème. Vous avez les points sources et on arrive à contaminer des animaux qui sont très loin de nous physiquement, mais juste par le biais des eaux de pluie ou même par l'eau marine, on arrive à avoir ces contaminations-là. J'ai une collègue qui s'appelle Sabrina Krief, que vous avez sûrement déjà vu à la télé, qui est une primatologue qui travaille elle suit des chimpanzés en Ouganda. Et elle a fait une campagne là récemment où elle a ramassé plus de 5000 bouteilles en plastique, plus de 3000 bouteilles en plastique le long de la route qui coupe la zone de Kibale.
qui est une réserve naturelle où les chimpanzés vivent. Donc même là-bas, où en fait il y a juste des touristes qui passent sur une route, en fait les gens balancent leurs bouteilles et récupèrent des bouteilles plastiques. Et quand elle a pris des poils de ces chimpanzés, alors qui étaient dans les nids, parce qu'il va falloir de prendre, mais prendre les poils, elles ont vu quoi? Et donc, quand on regarde, il y a du bisphénol A, il y a du bisphénol S, il y a du bisphénol F. Donc il y a du plastique dans les poils des chimpanzés dans la nature. Et cette pollution, en fait, elle a forcément quelque chose à voir avec nous, avec l'homme. Donc c'est un peu problématique. Donc voilà, juste pour vous montrer, je finis rapido. Je vous en ai déjà parlé de ça. Voilà. Ça, c'est la législation actuelle. C'est ce sur quoi on a une réglementation active sur est-ce que oui ou non on peut réglementer les perturbateurs endocriniens qui rentrent dans la composition des produits de notre quotidien. Si vous regardez alors ce qu'ils appellent Plant Protection Products, c'est les pesticides, c'est ce qu'on appelle produits phytosanitaires en français. Et donc depuis 2018, on a une définition pour les perturbateurs endocriniens, on a un document guide qui nous permet d'identifier ces perturbateurs endocriniens dans les pesticides. Par contre, il n'y a pas de tests, vous voyez que les tests sont insuffisants, que la demande des tests est insuffisante, puisque de toute façon on n'a pas les tests qu'il faut. Mais par contre, on a une logique d'évaluation du risque. C'est-à-dire qu'on sait réglementer et on sait dire ce produit-là, il pose problème. Pareil, biocide. Biocide, c'est la même chose, sauf que ce sont les produits que vous allez utiliser chez vous. Donc c'est des pesticides, mais type bombe ou choses que vous allez mettre dans la prise pour tuer les moustiques. Pareil, les produits depuis 2018, les produits qui sont utilisés dans ces pesticides pour chez vous sont soumis à réglementation pour les perturbations des hormones. Et on a un document guide. Il n'y a toujours pas de tests suffisants, mais ils sont en train d'être développés. Il n'y a toujours pas de tests qui sont assez requis, mais pareil. Et on peut interdire. Par contre, dans tous les autres, là vous pouvez voir tout ce qui est rouge, les cosmétiques, les additifs alimentaires, donc ce qu'on vous allez rajouter quand vous avez un aliment ultra processé que vous achetez déjà tout fait, donc ce qui va vous remplacer le sel, ils vont vous mettre du glutamate, machin. Bon bah ces additifs-là, on n'a pas pour l'instant de moyens d'identifier les perturbateurs endocriniens. Il n'y a aucun test requis, il n'y a aucun test qui est requis, donc les tests de toute façon sont insuffisants pour tout le monde, mais il n'y a pas de test requis, et on n'est pas capable d'interdire un produit pour ses propriétés de perturbation hormonale. Dans donc, les additifs alimentaires, ça c'est dans l'aliment. Le contact alimentaire, ça c'est autour de l'aliment, l'emballage. Dans l'eau de boisson, dans les jouets pour les enfants, dans tout ce qui va être les gens qui travaillent dans ces usines-là, les gens qui sont dans l'agriculture et qui utilisent des produits. En fait, tout ça, pour l'instant, c'est le grand néant. Donc normalement, c'était pour 2021. On devait avoir une définition transversale des perturbateurs endocriniens qui nous permettent justement de couvrir l'ensemble de ces produits-là. Avec la pandémie, ça a pris du retard et je ne sais pas si on va l'avoir avant la fin de l'année, mais en tout cas, c'était l'idée de base. Écoutez, je pense que voilà, je dis à peu près ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, c'est peut-être plus efficace comme ça. Merci Jean-Baptiste.